Je reviens de vacances et je me fais Fast and Furious, Black Widow et Loki en 2 jours. Autant vous dire que je vais devoir charbonner. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis en pleine forme pour aujourd'hui vous parler de Fast and Furious 9. Le dernier opus de la saga Fast and Furious. Il en restera normalement un puisque la saga d'après les rumeurs contiendrait 10 films. Mais le dernier aurait peut-être 2 parties d'après Vin Diesel. Mais en tout cas là on arriverait au bout. Et ça semble se confirmer par rapport au film qu'on a eu. Petite parenthèse, j'aime énormément la saga Fast and Furious, c'est une de mes sagas préférées du cinéma. Attention, elle n'a pas eu l'ambition de révolutionner le cinéma ou de faire des choses, mais par contre, elle a pu produire du cinéma de grands spectacles et parfois de grande qualité. Mais elle a été aussi capable de produire les plus grandes merdes que j'ai vues au cinéma, en particulier le tout dernier, là, le Fast and Furious numéro 8, qui, malgré un Dwayne Johnson, alias Le Rock, et Jason Statham qui avaient littéralement volé l'écran, tout l'arc scénaristique avec Charlize Theron et Dominic Toretto, et Vin Diesel, était absolument catastrophique, une horreur absolue, et j'avais passé un moment particulièrement douloureux. Ce qui fait que je suis allé dans cette salle de cinéma en étant un peu inquiet, parce que j'avais peur que cette saga soit encore profanée, que ça soit la catastrophe et qu'on descende progressivement. Surtout que les images de la bande-annonce me faisaient peur. Le retour de Han, justifié, non justifié, nous en parlerons en partie spoiler, etc. etc. Il y avait des choses qui m'inquiétaient. Voilà, est-ce que ça allait être le numéro de trop ou le deuxième numéro de trop, ou est-ce que ça allait être le grand retour de la saga sur des bons rails? Eh bien, je vais répondre à cette question. Déjà, je vais répondre à une première question. Est-ce que le film vaut le coup? Je réponds tout de suite, oui, le film vaut le coup. Si vous devez vous déplacer en salle, si vous voulez un film à grand spectacle, un film popcorn comme on l'appelle, même si maintenant avec le masque, tout ça, les films popcorn ça n'existe plus, mais c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, les gros films à gros budget qui envoient, Fast and Furious, c'est le film que vous devez choisir parce que vous en aurez pour votre argent. Et cette fois-ci, contrairement à Fast and Furious 8, celui-ci est revenu sur les fondements de la saga Fast and Furious, c'est-à-dire les voitures partout, les voitures tout le temps. On n'est plus sur du char d'assaut, des trucs comme ça, on est vraiment sur de la bagnole, beaucoup, énormément, et ça fait quand même plaisir, on va pas se mentir, même si je reviendrai sur certains points, et surtout, la famille. Et alors avec un épisode 8 qui avait fait un faux semblant de Dominic Toretto qui s'était retourné, etc., là on n'est pas du tout là-dedans, on revient sur le fondement de la saga Fast and Furious, parler de la famille, et on revient sur un des éléments fondamentaux de la saga, tout ce qui a pu se passer autour du père de Toretto, et tout ceci crée ce film que nous avons vu hier soir. Alors, que j'ai vu hier soir. Alors, pour vous résumer le film, c'est hyper facile parce que il y a un seul arc scénaristique. Il n'y en a pas 12, il y en a un. C'est ça, c'est assez exceptionnel. Le seul arc scénaristique, c'est Dominic Toretto et son équipe qui sont appelés une nouvelle fois sur un lieu d'opération. Et Toretto se laisse convaincre parce il devine, on va dire, que son frère est impliqué dans cette histoire, un frère dont on n'avait jamais entendu parler jusqu'à Jacob Toretto, qui, lui aussi est dans des trucs pas très un peu louches, on va le dire comme ça. Et en fait, ils doivent trouver un objet qui s'appelle Ares, qui est en 2 morceaux, et qui, comme dans Fast and Furious 7, pour ceux qui l'avaient vu, vise à, on va dire, c'est un objet informatique, capable de contrôler tous les satellites, capable de tout contrôler. Alors, on avait eu l'œil de Dieu, là cette fois-ci il s'appelle Ares, mais c'est quasiment la même chose, et donc ce qui fait que on se retrouve avec un univers qu'on connaît bien, parce que si vous avez aimé le 7, je vois pas pourquoi vous aimeriez pas celui-là. Et donc il faut retrouver ces objets, et il va y avoir littéralement 3, 4, 5 péripéties, récupérer le premier morceau, récupérer le deuxième morceau, l'amener à l'endroit où il faut aller, etc., etc., etc. Et en réalité, il n'y a pas d'autres enjeux. C'est le seul enjeu proposé par le film. Ce qui fait que le film est particulièrement lisible. C'est un film qui ne vous perdra pas. C'est un film qui va vous emmener par la main et qui ne va pas essayer de vous embrouiller avec des arcs secondaires qui reviennent, qui repartent, qui reviennent. Non. C'est vraiment très lisible et très facile à suivre comme scénario. Et ce qui fait que pour un film d'été, qu'on peut aller voir entre amis, avec sa copine, etc., je pense que c'est un excellent choix parce que c'est un film qui se suit extrêmement bien. Ceci dit, est-ce que le film est bon? C'est une autre question. Eh ben, je vais vous le dire tout de suite. Après l'affreuse bouse Fast and Furious 8, peut-être que certains ont aimé, mais moi, mon Dieu, et ben là, le film est très bon. C'est un bijou. J'ai énormément aimé ce film.
Effectivement, ça va encore dans la démesure, encore presque plus fort, mais on revient, comme je l'ai dit, sur les fondamentaux de la saga, et ça fait plaisir. J'avais un petit peu peur sur le retour de Han. Au final, c'est pas aussi catastrophique que prévu, mais c'est quand même genre, on n'explique pas vraiment, ça c'est un peu dommage. Le retour de Mia est plus ou moins bien justifié, mais j'ai envie de dire que le film en lui-même justifie son retour, et l'absence de Brian est plus ou moins bien justifiée également. Et on revient énormément sur les origines de Dominic Toretto, sur les origines de sa famille, sur les origines de la famille Toretto. C'est vrai que ça crée des incohérences parce qu'on le sait, quand même Dominic Toretto a passé toute sa vie à expliquer qu'il y avait toujours une place pour la famille, que quand les gens viennent, on peut leur pardonner de tout. Combien de fois il a pardonné des gens qui avaient pas forcément fait toujours des trucs hyper bien, mais parce que c'était des membres qu'il considérait comme sa famille, alors que parfois ils partageaient même pas le sang. Mais voilà, bon, écoutez, c'est comme ça. Il est vraiment... Mais bon, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que le film est vraiment bien fait et avance très vite et on n'a pas trop le temps de se poser des questions là-dessus. L'excellente idée de ce film, c'est pas un spoiler, c'est l'excellente idée de ce film, c'est d'avoir misé sur une technologie qui repose sur des aimants, qui apparaissent à peu près à une demi-heure de film, et qui crée des scènes absolument spectaculaires, magnifiques. Ils vont l'utiliser tout le temps. Le mec, tu sens que voilà, il s'est éclaté avec les aimants. Et ça envoie, quoi. Je veux dire, ça m'a rappelé énormément Fast and Furious 5, qui est mon préféré de la saga, où des fois il passe dans les rues avec le coffre et là ça défonce tout dans tous les sens. Et ben là c'est exactement pareil. Si vous avez aimé ce genre de truc dans Fast and Furious 5, vous allez kiffer parce que c'est exactement le même genre d'ambiance dans celui-là. Même en plus, même ambiance musicale, même travail, même plaisir de se retrouver en équipe. Il n'y a plus ce problème d'avoir deux histoires, avec une histoire parfois moins bonne que l'autre, etc. Avec une histoire avec le Rock, une histoire avec machin. Là, le Rock, Jason Statham, on oublie. Ce n'est que Dominic Toretto. Et au final, on aurait pu se dire, ouais, bon, bah c'est vrai que le Rock, c'est quand même le meilleur personnage peut-être de la saga pour certains, etc. Oui, mais quand on l'exclut de l'équation, au final... Toretto, c'est plutôt sympa, c'est-à-dire qu'il prend juste sa place dans l'écran. C'est vrai que tout tourne autour de lui, hein, voilà. C'est regrettable, hein, peut-être que pour certains, vous allez vous dire, ah, c'est vrai que ça faisait un contre... voilà, il fallait accepter. Maintenant, c'est sa saga, il n'y a plus Paul Walker pour faire un peu le balancier, c'est peut-être un peu dommage. Mais ceci dit, c'est très bien. Gros spectacle, de l'action, des courses-poursuites, des images sublimissimes lors des courses automobiles. C'est toujours la très grande force de Fast and Furious. Et ben là, on est encore une nouvelle fois gâté. Vraiment, on revient pour moi dans ce qui a fait l'excellence du 5 et le scénario du 7. En fait, c'est un mix un peu entre les deux et c'est particulièrement sympa. Et alors, je ne peux pas m'empêcher de vous parler du méchant, donc Jacob, il y a un deuxième méchant, mais on va dire que c'est l'un des méchants principaux, du film, Jacob Toretto, interprété par John Cena, qui fait un peu ses débuts... Alors il avait déjà travaillé dans Bumblebee, il avait fait plutôt un bon boulot d'ailleurs, et là, bon, il se retrouve là-dedans, il est arrivé dans Suicide Squad très prochainement, donc gros planning pour lui en ce moment, ça cartonne, et c'est là qu'on se dit... Chez WWE, s'il était devenu heel, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Parce que pour jouer le méchant, il est incroyable. Il est incroyable. Une nouvelle fois, moi je n'en doutais pas. Je ne doutais absolument pas qu'il serait un formidable acteur, John Cena. Je le savais déjà. Et ça n'a été qu'un ensemble, une accumulation de confirmations. Parce que il peut tout jouer. Il pourra jouer, il a aussi la belle gueule pour pouvoir jouer un mec sympa comme le Rock. Il peut jouer aussi des connards si en plus... Justement, pour se différencier du Rock, il a envie d'aller jouer des rôles peut-être de connard. Tant mieux quoi, super, parce que ça, on ne sera pas forcément comparé tout de suite à Dwayne Johnson, il sera sur un autre registre. Et il est excellent, des expressions faciales, il est badass. En combat, c'est hyper crédible. Vous allez me dire, c'est normal, c'est un catcheur, mais il est excellent. Il est excellent dans ses, voilà, il délivre extrêmement bien ses lignes. Il est super. Il est, non, franchement, il y a rien j'ai rien eu à dire sur sa prestation. Pour moi, il fait une prestation 5 étoiles, John Cena. Vraiment. Et en plus, je sais pas si ça va bien s'aller avec Vin Diesel. On sait qu'avec le Rock, c'est pas passé. Est-ce qu'avec John Cena, ça passera mieux? J'en sais rien. En tout cas. Ce qu'on sait, c'est que John Cena, c'est quelqu'un qui est vraiment, on le sent, il est vraiment dans l'humilité, il a envie de faire sa place à Hollywood, mais il y va, il prend un peu les opportunités qu'on lui propose, etc. Mais il a de l'ambition.
Vin Diesel, lui, ça fait longtemps qu'il est là, etc. Peut-être qu'il va... Le John Cena est en train de nous faire une The Rock. Il faut qu'il fasse gaffe. Mais en même temps, je pense que ça peut marcher entre les deux, parce que je trouve que les deux ont pas du tout le même style non plus. Mais à voir si Vin Diesel l'acceptera encore une nouvelle fois. Peut-être dans ce film suivant, peut-être autre. Voilà, à voir. Bon, je reviens pas sur le retour de Han, j'en parlerai en partie spoiler, parce que forcément c'est très compliqué. Il y a... des clins d'œil à toute la saga, on va revenir sur par exemple le 3, sur le 2, sur le 4, on va revenir sur beaucoup de choses, donc si vous êtes bien à jour sur la saga, vous allez bien suivre, si vous n'êtes pas à jour, ils font référence à beaucoup de choses, donc par exemple rien que la référence à la clé à molette par exemple, qui est extrêmement importante dans la mythologie de Fast and Furious, c'est quelque chose que voilà, c'est pas anodin, donc voilà. Par contre, attention, l'autre méchant, parce qu'il y a un second méchant, un peu bourge, un peu noble, un peu machin, est pas super, il est un peu nul, c'est un peu dommage, j'aurais espéré un peu mieux. Alors, gros spectacle, parfois un peu exagéré, parfois très exagéré, mais dès qu'on se retrouve dans une bagnole, c'est génial. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est les fusillades, parce que j'arrive pas à m'imaginer pourquoi, c'est pas un spoiler, mais pourquoi Roman Pierce est désormais capable d'avoir des fusils d'assaut dans les mains et de pouvoir tirer sur tout le monde sans problème. À la limite, un flingue. Pourquoi pas, écoutez. Mais là, aujourd'hui, en gros, Michelle Rodriguez, c'est incroyable. Elle est devenue militaire elle a été amnésique, mais par contre, maintenant, elle est militaire absolue. C'est-à-dire qu'elle elle a des guns, elle peut tout faire. Voilà. Lara Croft, la fille. Mais je sais que c'était une cambrioleuse à la base, etc. Mais quand même... ils avaient des armes, on va dire, à la hauteur de... Tu les voyais pas avec des bazookas ou des trucs comme ça. J'ai pas dit qu'il y avait un bazooka dans le film, hein. J'ai juste que, voilà, là aujourd'hui, clairement, et celle qui m'a choqué le plus, c'est Mia. Parce que Mia, maintenant, ça y est, elle, c'est la reine de la baston également. Depuis quand elle a toujours été plutôt en retrait, plutôt la petite fragile, machin et tout. Là, ça y est, maintenant, elle est capable de faire du kung-fu. Elle a dû prendre des cours, j'imagine. C'est un peu étonnant. Le cas Brian est plutôt bien utilisé. C'est pas trop mal, disons. C'est pas non plus excellent, mais bon, ils n'ont pas trop le choix. Le film est meilleur dans ses enjeux, moi j'ai trouvé. Une meilleure musique également, c'était bien cool. Le rythme était cool aussi. Et alors par contre, je vais parler du point négatif du film, parce qu'il y a deux points négatifs. Le premier, bah, en fait on le traîne depuis l'épisode précédent, hein, c'est Charlize Theron. C'est une catastrophe. Un accident industriel, un accident de la route, vous appelez ça comme vous voulez. C'est catastrophique. Alors c'est pas de sa faute, hein, la pauvre. Oh là là, elle peut rien faire. Hein. Oh, tu peux rien faire avec un personnage pareil. Ils doivent lui donner 3 lignes de texte. Les lignes de texte, elles sont abominables, abominables. Ils essaient de lui donner un peu un côté badass. Alors, elle va faire un moment référence à Star Wars, mais d'un autre monde. Mais dans quel monde? Oh là là, c'était horrible. Bref. Puis il y a rien qui va. Alors, ils essaient de la montrer un peu comme la boss du game, qui était ultra puissante, ultra machin. Mais rien du tout. Elle était puissante dans l'épisode précédent, mais rien. Ils en ont fait tout un pataquès, ça marche pas du tout sur moi. Mais rien. J'ai trouvé nul. Et alors, elle était nulle dans le précédent. Alors dans celui-là, on atteint des sommets. Et c'est simple. Comment ils l'ont ramené dans l'histoire, c'est nul. Comment ils la font venir et continuer dans l'histoire, c'est nul. Rien ne va. Quand il y a rien qui va. Donc c'est une catastrophe pour elle. Désolé pour elle parce qu'elle est capable de bien mieux. Ça ne remet pas du tout en cause ses talents d'actrice. Pas de souci. Mais par contre, oh, quelle horreur. Mon Dieu Seigneur. Et la deuxième chose qui m'a posé problème, c'était déjà le cas depuis quelques temps. Et là, je trouve que sur ce film-là, vu qu'on ne mise que sur les deux, ça se voit beaucoup. C'est que Michelle Rodriguez et Vin Diesel, Letty et Dominique, c'est chaud, hein. Il n'y a aucune alchimie entre les deux. Et je me souviens, c'était Big B de la chaîne Cult Technique qui en avait parlé. Je suis très fan de leur chaîne depuis des années et des années. Et ils en avaient parlé dans une de leurs critiques et j'étais tellement d'accord. Et je trouve qu'au début, dans les premiers films, il y avait cette alchimie. Dans le premier, voilà, il y a une vraie alchimie entre les deux. Quand ils s'embrassaient, par exemple, il se dégageait un truc. Là, maintenant, c'est rien. T'embrasses ta cousine, t'es plus crédible que Letty et Dom. C'est pour vous dire, hein. Sans déconner. Hein. Ils sont pas amoureux. Enfin, après, peut-être qu'ils vont me dire, oui, c'est parce qu'ils ont un gamin, maintenant ils sont un peu plus blancs, machin. Non, mais non. Là, ils sont vraiment, t'as l'impression qu'ils se font la gueule. C'est-à-dire que même dans les phrases un peu d'émotion, un peu machin, qui est censé te montrer un peu d'amour, rien à voir.
c'est catastrophique. Je sais pas ce qui leur est arrivé, je sais pas si c'est parce que Vin Diesel est pas facile sur le tournage et que donc machin, je sais pas, ça c'est un truc qui s'est cassé entre eux, j'en sais rien. Mais en tout cas, t'as l'impression qu'il y a rien entre eux, il y a rien. Tu me dis que là, il y a je ne sais combien d'années d'amour, alors après vous allez me dire ouais parce qu'elle est un peu, elle a oublié des souvenirs, etc. Donc peut-être que ça joue, ouais, mais quand même quoi, quand même, hein. Oh, elle est pas, waouh. Alors je sais que dans l'épisode précédent c'était déjà le cas, l'épisode d'avant c'était même encore le cas aussi, enfin, depuis qu'elle a son amnésie, mais là c'est chaud, hein. Vraiment, après des années comme ça et tout, il y a rien qui se dégage des deux, c'est catastrophique. Voilà. Écoutez, le reste, vraiment tout est bon dans le film, c'est vraiment que ces deux points noirs où je me suis dit, ah c'est vraiment dommage, mais bref, c'est pas du tout pour ça que je vous le recommanderais pas, parce que ce n'est pas le problème, au contraire, voilà, c'est pas le principal, parce que Charlize Theron on la voit très peu, cette relation-là, au final, vu que John Cena, Vin Diesel, c'est le gros truc du film, au final ça passe un peu au second plan, j'ai même envie de dire que Mia est presque plus importante parce qu'on la revoit beaucoup au premier plan, donc c'est super. Non, vraiment, et puis le retour de Anne aussi qui prend de la place, non, génial, voilà. Vous allez passer un excellent moment, c'est un peu satisfait ou remboursé. C'est un film à gros spectacle, vous allez vous régaler, je pense pas que vous serez déçus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quand vous l'aurez vu. Si vous l'avez déjà vu, bah, vous allez pouvoir rester pour la partie spoiler qui arrive juste maintenant. Sinon, je vous invite à partir, à quitter cette vidéo maintenant, parce que je vais spoiler 2-3 trucs. Je vais pas tout spoiler, je vais juste raconter 2-3 bricoles, parce que bah, il faut revenir quand même sur 2-3 points qui coincent forcément, et des choses par exemple que je crois qui n'étaient pas dans la bande-annonce, donc je vous en parlerai en partie spoiler de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo avant de partir, et nous on se retrouve en partie spoiler. Pour la partie spoiler de la vidéo, alors on va faire très simple, tout simplement, bah, vous le savez maintenant puisque vous avez vu le film. Donc Dominique Toretto et son frère Jacob Toretto ont été séparés après un événement que l'on connaît depuis longtemps, qui est le fait que Dominique Toretto, son père, était sur la course, etc. L'élément aussi qu'il s'est retrouvé en prison, enfermé pour avoir frappé quelqu'un avec une clé à molette. Nous avons enfin la raison du pourquoi. Excellent, excellent, c'est tant qu'on l'est quoi. Bravo, j'ai adoré les scènes dans les circuits, elles étaient sublimes, excellemment bien tournées, géniales. Par contre, dommage, il y a des moments, je sais pas ce que fout le réalisateur, il y avait des transitions qui étaient données et qu'il n'a pas utilisées. Alors est-ce que c'est que il ne les a pas utilisées mais il les avait prévues et il a coupé et puis voilà, bon, peu importe. Mais je pense à une scène par exemple, qui est classique un peu du cinéma mais qui fait des super transitions. T'as quelqu'un qui approche sa caméra comme ça de l'œil de quelqu'un, hop, c'est une version jeune par exemple, hop, tu dézoomes et là c'est la version vieille par exemple. Ça aurait pu être excellent, ils l'ont jamais fait. Alors que pourtant il va intercaler plein de fois ces petites scénettes, ou alors je sais pas, par exemple il symbolise beaucoup sur la croix. Pourquoi il y a un moment ils font pas un zoom sur une croix, hop, ils ressortent, c'est plus la même personne, c'est son frère qui a la croix. Je sais pas, ça aurait pu être sympa. Jamais il y a de transition réussie comme celle-là. On passe d'une scène à une autre. Il y a des moments mais ça me choquait presque. Je vous le dis, on termine sur une clé par exemple, enfin sur la croix, pardon, excusez-moi, et boum, on se retrouve dans le désert, rien à voir. Il y avait vraiment moyen, je pense, de faire des plans particuliers, enfin, des transitions plus douces, quoi. Des moments, ça faisait vraiment, en plus, des grosses différences de couleurs, quoi. D'un coup, tu passais d'un coup un peu sombre, boum, le désert, quoi. Waouh, ça aurait peut-être mérité d'être un peu plus travaillé sur les transitions, surtout qu'il y avait moyen, quoi. C'est ça qui m'a vraiment choqué. Alors, on va revenir sur le... Bon, John Cena, je vous ai dit à quel point je l'aimais bien. Dominique Toretto, excellent dans le film, très bon. Je trouve que la relation entre les deux en plus est géniale. Les deux vraiment super alchimie, ça marche hyper bien. Surtout le moment là où ils se font ce face-off comme ça, très très cool. Par contre, bon moment un peu ridicule où t'as les filles qui enlèvent leur... Enfin, les agents pas de l'immigration, mais je ne sais plus, d'Interpol, qui enlèvent leur truc. En fait, ce sont les filles, mais elles ont eu le camion où ? Point d'interrogation. Elles ont eu la tenue où? Point d'interrogation. Comment c'est possible? Enfin bref, bon, cherchons pas trop loin, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, je trouvais ça un peu étonnant. Et puis, bon, ça apportait pas... Bon, elle était sympa cette scène, mais c'était pas non plus une scène vitale. Je trouve qu'ils se sont un peu embrigadés. Par exemple, il y a cette scène... Alors, au fait, film qui devient un peu féministe, Fast and Furious. C'est assez banal. Vous allez me dire, mais pourquoi tu vois du féminisme de partout? Non, mais c'est pas du féminisme négatif. Parce que des fois, je dis, ah, c'est de la merde, etc. Non, là, c'est juste que, par exemple, si on avait vu Fast and Furious il y a 10 ans, la première course, quand les deux frères Toretto s'affrontent, la jeune fille qui fait le départ, elle aurait jamais été aussi habillée que ça. Là, elle est habillée de la tête aux pieds, c'est-à-dire vraiment, elle a un très très long... elle a presque un t-shirt à manches longues, de mémoire. Elle a un long pantalon, et donc pas du tout sexy. Alors, c'est pas que la fille est pas jolie, hein, mais elle est pas du tout sexy.
dans Fast and Furious, dans les premiers, même dans le premier, dans le deuxième, etc. Clairement, ils n'auraient pas hésité. Mais ça m'a encore plus sauté aux yeux quand on est arrivé dans la soirée, où tout le monde est habillé en blanc, là. Normalement, ça aurait été dans Fast and Furious, il y aurait eu, enfin voilà, il y aurait eu des gens à moitié, voilà, avec en maillot de bain, etc. Là, pas du tout, hyper classe. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être le dress code, mais je pense aussi, par exemple, à Dominique Toretto qui monte dans une voiture, on lui dit, tu m'aides, et puis, etc., etc. Et c'est la jeune fille, c'est la vieille femme, pardon, excusez-moi, lapsus révélateur, c'est la vieille femme qui conduit, et juste Toretto, lui, il s'occupe du frein à main. C'est quelque chose que je pense la saga n'aurait pas fait il y a 10 ans. Pareil, je ne vois pas cette scène exister dans Fast and Furious il y a 10 ans. Ça veut pas dire que les femmes ne peuvent pas conduire, hein. Ça veut juste dire que cette scène-là, dans Fast and Furious il y a 10 ans, elle n'existait pas. Et elle était super stylée, c'est pour ça que je dis c'est pas un problème. C'est juste que la saga a vachement évolué, c'est assez... ça m'a choqué. Enfin, ça m'a pas choqué, mais je me suis dit, ah ouais quand même. Il y avait... Normalement, ça aurait pas dû se produire comme ça, on va dire, dans l'univers de la saga comme d'habitude. Je suis pas trop revenu sur les personnages secondaires parce que je voulais pas trop spoiler. Donc Tej, toujours sympa, mais malheureusement je trouve que voilà, il est un peu coincé dans une sorte d'immobilisme depuis un petit moment, c'est un peu dommage. Il aurait peut-être fallu lui rajouter quelques trucs, c'est dommage. Par contre, Roman Pierce, lui c'est toujours excellent. Un peu comic relief, toujours excellent. Mais je m'attendais, je vais être honnête, je m'attendais à que on lui trouve une femme. Je m'y attendais. J'étais quasiment sûr, je me suis dit dans cet épisode, vous allez voir, on va lui trouver une fille qui va l'aimer, etc., etc. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. J'ai trouvé ça très surprenant, très surprenant. Mais voilà. Mention spéciale au jeune Toretto, qui joue extrêmement bien le vieux Toretto. Dans ses expressions, dans sa façon d'arriver en voiture, il est extrêmement... voilà, je sais pas si vraiment ils l'ont bien briefé, mais en tout cas, il joue... alors c'est vrai que Vin Diesel, on va pas se mentir, pour le jouer comme Vin Diesel, c'est très facile, il faut aucune expression faciale, ça marche très bien. Parce que Vin Diesel, voilà, quand il réussit quelque chose, il est pas du tout dans l'explosion, il reste très sobre. C'est presque même dommage, parce que c'est ce qu'apportait Paul Walker avant. Paul Walker, lui, il était capable de s'extasier, d'avoir fait un truc de ouf, quoi. Là, Toretto, c'est pas trop le cas, il est toujours un peu très... voilà, sérieux. Et c'est pour ça, et ça peut pas venir de Letty non plus parce qu'elle est toujours sérieuse, donc c'est pour ça que c'est Roman Pierce qui s'occupe de tout. Et c'est Roman Pierce qui fait tout, c'est-à-dire qu'il fait tout l'humour. C'est peut-être un peu trop, il faudrait peut-être rajouter quelqu'un dans l'équipe, peut-être pour diluer un petit peu, parce que forcément, sinon il va vraiment devenir le comic relief absolu, même s'il était déjà, hein. Mais il est capable aussi de faire d'autres choses aussi, voilà, c'est un personnage vraiment intéressant, bon, peu importe. En tout cas, il est excellent dans le film, super, il m'a fait mourir de rire, j'ai adoré. Alors, je vais pas revenir sur Charlize Theron et son massacre sur Star Wars avec une référence à Yoda qu'elle dit toi tu serais Yoda parce qu'on te met une main dans le cul pour te faire exister. Mon Dieu Seigneur, tous les fans de Star Wars, je pense qu'on était en sueur. Je dis qu'est-ce qu'elle fait en plus parce que quand elle cite Yoda, en plus je me suis dit putain, bah, ça va, c'est pas trop dégueu quoi. Je veux dire, tu te fais appeler Yoda. Je veux dire, c'est quand même le maître Jedi absolu. Limite, ça aurait pu être sa petite taille, mais qui est pas petit. Donc voilà. Mais il aurait pu s'en sortir quoi. Et là, elle lui dit ça. J'ai fait oh là, les fans de Star Wars en sueur. Alors je sais pas pourquoi d'ailleurs, il a voulu absolument pas placer Luke Skywalker. Est-ce que c'est un signe pour dire embauchez-moi pour un film Star Wars, le réalisateur, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était drôle. Et alors le cas de Han. Alors le cas de Han, parce que maintenant je peux en parler vu qu'on peut spoiler. Bon bah alors, bah non, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire non. Alors, oui, bien sûr ça tient, il n'y a pas de problème. Alors par contre ça fait vraiment le côté, maintenant, toute l'équipe de Dom, avant même que Dom ait été récupéré, était plus ou moins connue. Voilà, parce que son frère il était connu, Anne il était déjà connu, il travaillait déjà pour ses services, en bref. En gros t'as l'impression que la vie de Toretto elle était déjà prévue depuis hyper longtemps et qu'il a fait que suivre un chemin, mais que depuis toujours il était plus ou moins déjà embrigadé dans une sorte de réseau comme ça, avec des gens hyper influents, hyper puissants, voilà, donc bon, très bizarre. Mais c'est pas ça qui m'a fait le plus tilté, même si déjà c'est un peu étonnant, mais c'est Anne, bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Cette partie-là, le fait que sa mort était prévue, nanani, que en fait il était en mission, pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? Par contre, voilà, c'est là où je vais avoir un problème moi, parce que moi je veux bien dire oui à tout. Par contre, la réponse à la question que je me posais et n'a pas eu de réponse, c'est comment il survit à cette putain de bagnole. Parce que la réponse que j'ai quand même eue, c'est juste si jamais, si tout pouvait être aussi facile. Ou alors je sais même plus, je crois que c'est la phrase, c'est peut-être même j'ai déjà fait mieux, je crois.
ça va, je vais pas m'énerver. On n'a pas vu du tout Anne sortir de la voiture, avoir un plan machin. On a juste vu Anne se cracher en voiture, il se téléporte, il est dans un immeuble, on sait pas comment. Je rappelle, dans Tokyo Drift, la voiture elle est retournée, on le voit dedans, il bouge en plus, c'est pas un robot, on le voit. Donc je ne sais pas, pour moi ça ne tient pas, je suis désolé. Je l'ai vu beaucoup sur internet parce que le film est sorti il y a un petit moment aux États-Unis. Il y a plein de gens qui l'avaient piraté, etc. Bon, peu importe. Et j'avais vu qu'ils avaient dit ça va, ça tient la route. Non, ça ne tient pas la route. On n'a pas l'explication de pourquoi, comment tu te téléportes de ce lieu-là. Allez revoir Tokyo Drift, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Surtout comment tu fais pour prévoir absolument que Sho il va t'attaquer ici, etc. Enfin, honnêtement, c'est irréel. C'est irréel totalement. Voilà, écoutez. Le reste, bon, c'était... Et alors, le retour de certains personnages de Tokyo Drift. Je pensais absolument pas qu'on les reverrait. Donc, les deux personnages principaux, le blanc, je me souviens plus de son prénom, et le mec qui l'accompagne, bah, je sais plus trop. Les deux, voilà, qui sont vraiment super... voilà, ils sont vraiment super. Par contre, justement, hein, Jean-Claude Duss, tu peux m'expliquer comment tu te retrouves après Tokyo Drift où t'es avec une des plus jolies femmes que j'avais jamais vues dans un film. Bah, elle était sublime, sa copine, à Tokyo. Et tu te retrouves à construire des fusées sur des bagnoles qui explosent, où tu as foiré. Tu as foiré où? Elle est où ta femme? Elle est où ta femme? Elle t'a quitté? Tu as laissé partir ça? Mais dans quel monde? Bref, je vais pas m'énerver, mais honnêtement... où est-ce que tu as foiré, mon pote? Voilà, c'est terrible. Parce que là, elle était magnifique, sa femme. À un moment, voilà, après, c'est bien, ils se séparent, c'est la jeunesse, etc. Mais quand même, oh, s'il te plaît. Voilà, bon, blague à part. Et voilà, ça c'était le truc qui m'a fait un peu tilter. J'étais quand même content de les revoir. C'est pas les meilleurs acteurs du monde, mais j'étais content de les revoir tous les deux. C'était plutôt sympa. Et comme je dis, ça fait bien, voilà, ça fait bien référence à l'épisode 3. Puis bah voilà, voilà, on revient vraiment sur pas mal de, voilà, on revient sur tout, sur Giselle, sur, enfin vraiment là, ce film-là, ils ont récupéré tout ce qu'il y a dans la saga pour faire un film. T'as l'impression qu'il tient mieux la route que le précédent. J'ai fait un joli jeu de mots, pas prévu. Qui voilà. Tient mieux, en tout cas, ses promesses que celui du précédent qui était on n'avait pas besoin d'un sous-marin. Bon, maintenant, bah voilà, il faut que je termine quand même là-dessus. Hein, t'as quand même Roman Pierce, quand même, et Tej, quand même, qui pilote une bagnole, qui va dans l'espace. Je sais. Bon, je sais, ça va. C'est vrai que c'est ridicule, c'est vrai que c'est risible. Est-ce que c'est crédible? Probablement que non. Est-ce que c'est... Mais bon, moi j'ai beaucoup aimé les scènes avec Clément, comme je l'ai dit, j'ai trouvé ça spectaculaire. Ça, j'aurais pu m'en passer. Mais ça reste quand même un film de bagnole. C'est-à-dire que la bagnole, ils ont transformé une bagnole. On n'a pas un truc sous-marin ou je ne sais quoi. Voilà, peu importe. Par contre, le truc qui m'a fait... c'est que en fait, tout le film m'a fait penser à Taxi, en fait. Parce que c'est ça, en fait, aujourd'hui, en gros, ils ont une bagnole, et ils la transforment plus ou moins par rapport aux besoins du scénario. Le taxi, hop, tu veux monter dans la montagne? Eh ben, hop, j'ai des chenilles pour monter dans la montagne. T'as besoin d'un avion parce qu'il faut t'emmener directement à l'aéroport, comme dans le 2. Hop, je te sors des ailes de nulle part, et hop, j'arrive à aller à pouvoir atteindre l'aéroport. Le taxi n'est qu'un moyen, en fait, mais la voiture peut être améliorée, et bah là... la voiture a été tellement améliorée qu'ils sont allés dans l'espace. Voilà. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est pas crédible? Je pense pas qu'on regarde ce film pour être crédible, d'accord? Je pense pas. Je pense qu'on regarde ce genre de film surtout pour passer un bon moment et la mission était accomplie. Voilà. Écoutez, je vous ai tout dit. J'ai passé un très bon moment devant ce film, je vous le conseille, je vous conseille de le conseiller autour de vous. Surtout profitez-en parce que dans une semaine, ça va être plus compliqué pour aller au cinéma si vous n'êtes pas vacciné. Donc profitez-en pour aller voir les films que vous vouliez aller voir. Parce que voilà, peut-être que ça sera plus compliqué. Moi j'ai reçu que ma première dose, donc il faut que j'attende ma deuxième dose et je l'aurai après la date fatidique. Donc voilà, c'est vraiment catastrophique, mais bon, je vais l'avoir 2 jours après le film Kaamelott. Je suis vert, mais bon, c'est comme ça. Ceci dit, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. C'était un plaisir de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. De toute façon, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien. J'ai oublié tout ça. Les vacances, qu'est-ce que vous voulez? Et maintenant, je peux dire, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!